Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Frédéric Adnet, professeur de médecine d'urgence à l'Université de Paris 13. Ensemble, nous allons parler d'un sujet qui a fait le tour du monde. Il s'agit, vous vous en doutez, du nouveau coronavirus. Professeur Adnet, bonjour. Ni hao. Vous parlez chinois? Ben oui. Eh bien, ça tombe très bien, mais nous allons poursuivre notre discussion en français. Qu'est-ce qui se passe exactement à Wuhan? Alors, nous avons été alertés sur une nouvelle épidémie d'un coronavirus qu'on appelle dans notre langage le 2019 nCoV. C'est un coronavirus qui est d'origine animale mais qui infecte l'homme. C'est un virus que l'on connaît, hein. Il faut savoir que c'est un virus qui est commun chez l'animal, mais il y a 6 espèces de ce virus qui contaminent l'homme, donc une transmission de l'animal vers l'homme et ensuite qui se transmet dans le milieu humain, donc avec une transmission interhumaine. Donc on a connu le SRAS qui a sévi en Chine en 2002-2003, le MERS-CoV qui sévit toujours au Moyen-Orient et là, depuis un bon mois, le 2019 nCoV qui est ce nouveau coronavirus et qui fait des dégâts considérables dans la région de Wuhan. Est-ce qu'on connaît l'animal qui a propagé ce virus? On parle de chauve-souris, par exemple. On ne le connaît pas exactement. Mais quand on regarde le profil génétique de ce nouveau coronavirus, on a des soupçons sur une chauve-souris. Car par analogie, il ressemble au coronavirus qui infecte les chauves-souris. Donc il y a 2 animaux qui sont suspects à l'heure actuelle et qui sont vendus sur les marchés de viande sauvage à Wuhan. C'est la chauve-souris et peut-être le serpent. Donc on ne sait pas encore si ces 2 hôtes hébergent ce virus, si c'est l'un ou l'autre, mais on a des soupçons sur ces 2 animaux. En tout cas, on va dire le virus propage d'homme à homme. Alors, ce qui est établi actuellement, c'est que ce virus d'origine animale infecte l'homme. Donc ça, on en est sûr, puisqu'il y a eu des patients qui sont malades et qui sont malheureusement décédés. Et maintenant, on est sûr aussi, c'est établi qu'il y a une transmission d'homme à homme. Alors cette transmission, elle se fait comment? Elle se fait surtout comme la grippe, par la salive, par des postillons. C'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un, à un proche, à moins de 1 mètre, 1 mètre, 2 mètres, le fait de mettre des postillons sur le proche peut le contaminer. Mais si c'est comme la grippe, la contamination aussi par des mains qui contiendraient ce virus, qu'on mettrait sur une porte de poignée ou sur la table, c'est possible aussi qu'il y ait ce mode de contamination. Mais ce qui est établi à l'heure actuelle, donc fin janvier 2020, c'est qu'il y a une contamination par la salive, par les postillons, et c'est pour ça qu'on conseille aux patients qui sont malades de mettre un masque sur la bouche. Mais il paraît que le masque, ça ne vous prémunit pas contre la maladie, ça permet juste à la personne atteinte de cette maladie de ne pas propager son virus. C'est exactement ça. Ce masque qu'on appelle un masque chirurgical empêche les gouttelettes de salive de pouvoir partir infecter la personne qui est en face de vous. Donc ce masque n'est efficace que chez les patients qui sont malades pour ne pas propager la maladie vers des autres. Mais ça n'empêche pas, c'est pas quelque chose qui est garanti, ça empêche la transmission du virus d'un patient malade. Donc tous ceux qui doivent porter le masque, c'est ceux qui ont des symptômes de la maladie pour empêcher que la maladie se propage. Et d'ailleurs, un des effets secondaires auxquels on s'attend, c'est que si tout le monde se met à mettre des masques, la grippe, la simple grippe aussi, elle va arrêter de se propager. Alors, est-ce que ce virus, il est comparable au SRAS de 2002-2003? Alors, c'est la même famille de virus, puisque le SRAS était aussi un coronavirus. 2 grosses différences. La première, c'est qu'il a l'air moins virulent, moins mortel que le SRAS. Pour le SRAS, on avait une mortalité d'autour de 10%. Par contre, celui-ci alors? Celui-ci, il est de moins de 2%. Moins de 2%? Oui, on est autour de 2% sur les derniers chiffres. C'est pas du tout la même ampleur. C'est pas du tout la même ampleur, mais attention, ce n'est pas négligeable. Parce que la grippe elle-même, la grippe simple, c'est 0,1%. Donc c'est quand même 20 fois plus que la grippe, mais c'est beaucoup moins que le SRAS. La deuxième caractéristique, c'est sa transmissibilité, c'est-à-dire le fait qu'il puisse infecter les autres. Donc on pense actuellement que ce patient est très transmissible, c'est-à-dire qu'il est facilement transmissible. On pense à l'heure actuelle qu'un patient infecté, en moyenne, peut contaminer 2 proches
hein. Donc on est sur voilà, 1 pour 2. Donc on est quand même sur un degré de transmission qui est assez important. Et pourtant, le bilan de l'épidémie de coronavirus n'a cessé de s'alourdir. Aujourd'hui, d'après les chiffres publiés par les autorités chinoises, le nombre de morts atteint 132. Alors qu'il y a 2 semaines, de mémoire, c'était autour de 17. Ça se propage très très vite. Mais il faut comparer le nombre de morts au nombre de malades. Donc à l'heure actuelle, on est autour de 6000 patients malades déclarés. 6 000 patients déclarés malades. Dans le monde entier ou dans le monde entier. Dans le monde entier. Les 9 dixièmes, c'est en Chine, malheureusement. Donc, on va dire pratiquement en Chine. Les 6 000 sont pratiquement en Chine. Et on est autour de 130 morts. Ce qui nous fait, si vous voulez, le rapport entre le nombre de morts et le nombre de patients infectés est toujours le même, autour de 2%. Mais c'est vrai, vous avez raison, l'épidémie est en train de s'étendre, surtout en Chine. Actuellement, les mesures que l'on a mises en place, en particulier en France, semblent quand même limiter la propagation de la maladie. Est-ce que vous pouvez rappeler brièvement les symptômes de cette maladie? Alors les symptômes de cette maladie, c'est des symptômes de grippe tout simplement. C'est-à-dire de la fièvre, de la toux, des douleurs musculaires, des maux de tête et, dans les formes graves, des difficultés à respirer. Car ce virus a l'air d'attaquer beaucoup les poumons, c'est-à-dire les voies aériennes inférieures. Et c'est ce qui fait toute la gravité de cette maladie, c'est qu'elle se transforme en pneumonie. Et c'est là où on a les formes mortelles. Donc, douleur musculaire, fièvre, céphalée. Combien de degrés? Fièvre, au-dessus de 38 degrés. Au-dessus de 38, Voilà. Céphalée, c'est-à-dire maux de tête. Donc ça, c'est des symptômes de grippe. Voilà. Donc si on revient de la région de Wuhan, là, il faut s'inquiéter, il faut le déclarer aux autorités pour être mis en observation. Et si en plus on a des difficultés à respirer, on est dans la forme grave de la maladie. Et donc là, il faut sans tarder alerter les autorités sanitaires. Cette maladie est en train de se propager malheureusement en France aussi. Il y a quelques jours, il y avait 3 patients atteints de cette maladie. Et aujourd'hui, j'ai appris que... On est à 4. On est à 4. Dont un grave. Ce sont tous, sont tous des personnes d'origine chinoise. Et ces personnes viennent toutes de Wuhan? Alors, il y a des patients qui viennent de Wuhan, et il y a des patients qui étaient en contact avec des gens qui vivaient à Wuhan. Il y a 2 patients qui sont de la même famille, donc avec des contacts proches. Donc on a, pour tous les patients qui ont développé la maladie en France, on a l'origine, c'est vraiment la ville de Wuhan. L'épidémie n'est pas en train de s'étendre en France, puisqu'on a en cas déclaré, voilà, on est autour de 7-8 cas déclarés et 7-8 cas, je veux dire, suspects. 7-8 cas suspects, voilà. Et 4 cas réellement confirmés. Donc on n'est pas dans une explosion de malades. Donc il faut raison garder. Actuellement, on a des patients qui sont malades. Je crois que le système marche bien. C'est-à-dire que si Vous parlez de quel système? J'allais l'expliquer. Le système, c'est d'appeler le 15. C'est-à-dire que le système actuel en France n'est pas comme en Chine. En Chine, on dit aux patients d'aller aux urgences pour faire le bilan, etc. Alors que nous, on dit surtout de ne pas aller aux urgences, mais d'appeler le 15. Et c'est le 15, le SAMU, donc vous faites le numéro 15, vous avez un médecin du SAMU qui va vous faire un interrogatoire qui est bien protocolisé. Par téléphone. Par téléphone, bien sûr, et qui va vous classer. Si vous avez des symptômes compatibles avec la maladie et que vous revenez d'une région où la maladie sévit, on va directement vous envoyer une ambulance pour vous amener dans l'hôpital, dans le service spécialisé où vous serez mis en observation. Si jamais vous n'avez pas les critères, on va vous dire simplement de prendre des précautions et on va vous donner des conseils. Ce système-là, ça évite que les patients aillent aux urgences, engorgent les urgences, tel qu'on l'a vu dans les reportages à Wuhan, par exemple. On voyait plein de patients aux urgences. Ça évite les contacts humains, vous voulez dire? Exactement, ça évite, si jamais il y avait un patient malade là-dedans, ça évite la contamination dans les services d'urgence. Mais pourquoi en Chine, le système de traitement est différent? Alors, dans le système... pourtant, à Wuhan, excusez-moi, ils ont de bons médecins. Mais non, mais j'ai pas dit du tout qu'il n'y avait pas de bons médecins. Je veux dire que le système français où il y a un SAMU important avec des médecins au téléphone, en Chine, il y a le 120.
Le 120, Le 120, c'est un oui. peu comme le SAMU, sauf que dans la régulation du 120, vous n'avez pas de médecin. C'est un dispatching, c'est-à-dire ils envoient les ambulances, mais il n'y a pas beaucoup de médecins dans le 120. Il y a quelquefois des médecins dans les ambulances, mais si vous voulez, en France, tous les appels sont pris par un médecin. Alors qu'en Chine, non, quand vous appelez le 120, il n'y a pas toujours des médecins. Il y a des médecins coordinateurs, voilà. Donc ils n'ont pas cette tradition qu'on a en France d'appeler le SAMU systématiquement quand vous avez un problème de santé avant d'aller à l'hôpital. En Chine, quand le patient ne peut pas se déplacer, on appelle le 120, ou quand il y a un accident, on appelle le 120 et l'ambulance vient. Alors qu'en France, il y a un acte médical qui se fait par téléphone. Mais, donc un diagnostic, on Et un voulait diagnostic, dire. voilà. Est-ce que vous avez reçu beaucoup d'appels depuis le début de cette épidémie en France, hein? Tout à fait. Hein. Le nombre d'appels augmente extrêmement de manière importante. Nous, on a plus 20-30% d'appels. Alors, ce n'est pas du coronavirus, parce qu'en plus, on a l'épidémie de grippe actuellement, on a une épidémie de gastro-entérite actuellement, et on a le coronavirus. Donc, tout ça accumulé fait que notre nombre d'appels augmente beaucoup, et on est en train de demander des moyens supplémentaires pour mettre des médecins supplémentaires dans nos centres de régulation. Et quand on a ces quelques symptômes qui se manifestent, on appelle le 15. Voilà. Et si le diagnostic, on va dire, est pris au sérieux aussi. Au sérieux, eh bien, il y a une ambulance. On vous envoie tout de suite une ambulance qui vous amène dans un service spécialisé directement. Voilà, pour passer tout de suite un test, si j'ai bien compris. Voilà, on connaît le résultat du test au bout de combien de temps? Alors maintenant, le test avant se faisait simplement à l'Institut Pasteur, mais maintenant le test, on l'a à Bichat et à La Pitié. Donc il faut compter moins de 24 heures pour avoir le résultat du test. Moins de 24 heures, hein. C'est très efficace. Hein. C'est très rapide, mais parce qu'on commence à standardiser la procédure et évidemment, les choses deviennent beaucoup plus rapides. On a l'impression qu'en France, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas une pandémie, ça ne se répand pas comme en Chine. Et pourtant, j'ai l'impression que la population française est très inquiète. Oui, alors, parce que vous savez, dans les épidémies, d'abord dans les maladies qu'on ne connaît pas bien, et comme on est très transparent, on dit qu'on ne connaît pas tout, puisque c'est une maladie qui est nouvelle, ça génère forcément des inquiétudes, des peurs qui sont souvent irraisonnées. Mais dans les épidémies de maladies infectieuses, il y a encore dans l'inconscient collectif des peurs liées, par exemple, on a tous vu dans nos manuels scolaires les épidémies de peste au Moyen-Âge avec des villes qui étaient confinées, les gens qui mouraient dans les villes. Nos ancêtres ont connu dans les années 1918 la grande épidémie de grippe espagnole qui a tué des millions de personnes. Donc il y a une peur de ces épidémies de maladies infectieuses, une peur qui est pas très justifiée, parce que là, clairement, on n'a pas à avoir peur aujourd'hui, mais on ne peut pas empêcher, je ne vais pas, si vous voulez, accuser les gens d'avoir peur. C'est normal, ce sentiment de peur. Mais nous, professionnels de santé, on est là à la fois pour réassurer, pour donner un message qui est transparent, c'est-à-dire on ne va pas mentir, on ne va pas leur dire rassurez-vous si vraiment il y a une catastrophe sanitaire, mais on n'en est pas du tout là. Et par contre, on va donner des vrais conseils. Ouais. Et vous parliez tout à l'heure des professionnels de santé qui donnent des conseils, qui sont là pour rassurer, pour bien expliquer les choses comme il faut. Et pourtant, en Chine, au tout début de l'épidémie, j'ai appris qu'il y avait des professionnels de santé qui ont perdu leur vie, justement. Alors, à ma connaissance, il y a un médecin qui est décédé à Wuhan. Des médecins, mais aussi des infirmières, il me semble. Ça, je ne savais pas, mais vous savez... Parce qu'ils voulaient rester avec les malades. Oui, mais on peut rester avec des malades, mais prendre des précautions. Par exemple, on a des protocoles de précaution des soignants quand ils sont en contact avec les malades qui ont soit la grippe, soit le coronavirus. Bon, c'est des précautions qui sont standards, mais qui sont efficaces. C'est la surblouse, les gants, un masque qu'on appelle le masque FFP2, qui est un masque qui est beaucoup plus serré que le masque chirurgical, un bonnet et surtout le lavage des mains qui est systématique. Alors avec ces protections, on a vu par exemple pour l'épidémie du SRAS, ça permettait d'arrêter tout de suite la transmission aux soignants.
Mais si vous voulez, c'est un peu quand on soigne les gens, il y a toujours un risque d'attraper la maladie. Je vous rappelle qu'avec la maladie d'Ebola, qui est un autre virus beaucoup plus dangereux, on a eu plus de 700 médecins et infirmières qui sont décédés. 700 médecins et infirmières sont décédés. Donc il y a toujours un risque, mais je pense vraiment que si on prend les mesures de protection standard pour les soignants, il n'y a aucun risque à aller soigner ces patients. Il ne faudrait surtout pas que maintenant les soignants aient peur des patients. Ça serait une catastrophe. Moi, j'ai appris que même le président Xi Jinping, il a fait une déclaration, il a dit que moi-même, je m'implique personnellement dans la lutte contre cette épidémie. Eh bien, toute la Chine s'est mobilisée, il y a des médecins d'autres provinces qui sont envoyés à Wuhan. Oui, j'ai vu ça. Voilà, donc vous suivez ça de très près. Quel regard portez-vous sur le système de traitement mis en place en Chine ? Alors, toute ma carrière hospitalière, je n'ai encore jamais vu des mises en quarantaine comme ça de populations aussi importantes. C'est justifié. C'est probablement justifié. L'efficacité, on va voir. On va voir si on arrive à enrayer l'épidémie. Je l'espère de tout mon cœur. Mais c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant de pouvoir confiner comme ça 56 millions d'habitants, de couper pratiquement une ville de 11 millions d'habitants du reste du monde. C'est des mesures, on va dire, extrêmes qui, normalement, forcément, vont marcher parce que les patients ne peuvent plus sortir de la ville, donc ils ne peuvent plus aller contaminer le reste de la population. C'est des mesures, à mon avis, très difficilement applicables en France parce que nous, on a un peu les traditions latines, la population va très mal le prendre, alors que la population chinoise a fait plus confiance aux autorités de santé que peut-être la population française. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des mesures qu'on pourrait prendre en France s'il y avait une catastrophe sanitaire. Encore une fois, en France, on n'est pas encore dans une épidémie du nouveau coronavirus, contrairement à la Chine, qui, elle, a à l'heure actuelle 6000 patients déclarés malades. Et on voit bien la courbe, qui est une courbe exponentielle et qui est une courbe classique que l'on observe dans les épidémies importantes. Mais peut-être qu'en France, on va dire, on n'a pas le même ressenti que lorsqu'on est en Chine. Non, je crois que la situation est différente. La situation en Chine, c'est une vraie épidémie. C'est une vraie épidémie. Alors qu'en France, on ne l'a pas encore, l'épidémie. On a 6 cas, 6 cas suspects et 4 cas déclarés. Donc 4 déclarés, voilà. Donc on n'est pas à un seuil épidémique. Je veux dire, mais on prend des précautions qui ne sont pas des précautions extrêmes parce qu'on n'est pas encore en stade d'épidémie. Je crois que nos précautions qu'on prend actuellement sont efficaces. D'appeler le 15, de déclarer les cas suspects, de prendre en charge les cas suspects, d'isoler dès qu'on a un doute. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Je n'ai pas une boule de cristal, donc je ne peux pas prévoir si les choses vont exploser en France ou pas. Mais j'ai l'impression quand même qu'avec les mesures simples que l'on a prises, on arrive pour l'instant à juguler cette épidémie. Maintenant, l'avenir nous dira si j'ai raison ou si j'ai tort. En tout cas, cette épidémie est en train de se répandre en Chine, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le bilan s'est alourdi à 132 morts. Eh bien, est-ce qu'à votre avis, même si ce n'est pas une épidémie aussi grave que le SRAS par exemple, est-ce qu'on arrive à la maîtriser assez rapidement afin de l'empêcher de se répandre dans les autres pays de manière aussi grave ? Alors ça va être l'avenir qui va nous le dire. Ouais. Les mesures qui ont été prises en Chine sont des mesures extrêmes. Je pense qu'on ne peut pas aller plus haut que ça, que d'isoler des villes entières. Voilà. Le problème, c'est que là, dans la carte de Chine, je vois qu'elle s'étend un peu partout et Pékin est atteint, parce qu'il y a eu le premier mort à Pékin et que même Pékin est atteint. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire que l'épidémie est contrôlée en Chine, puisque la courbe continue à monter. Ce qui est important de faire, c'est pour les pays voisins de la Chine, l'Europe, etc., pour le reste du monde, de bien contrôler les gens qui arrivent de Chine pour pouvoir détecter les potentiels malades et éviter au moins qu'elles se répandent dans le monde entier. Pour la Chine, je crois que les mesures qui ont été prises
devrait être efficace, mais encore une fois, c'est l'avenir qui va nous le dire. Là. Ouais, Pour l'instant, la courbe ne faiblit pas, donc la courbe continue à monter. Je crains qu'on ait quand même une épidémie qui s'inscrit dans le temps, qu'on ne s'en sorte pas avant plusieurs semaines. Hein. Là, les autorités françaises sont en train de s'organiser pour rapatrier les expats français vivant à Wuhan. Voilà. Bon, quand ils arrivent en France, comment on prend en charge ces gens pour éviter que d'éventuels virus se propagent? Alors, il y a 2 vols militaires qui vont partir, donc c'est des avions militaires. Hein, chacun vont prendre à peu près 200 patients. Et on met des médecins, il y a des médecins de mon service qui y vont, c'est les médecins du SAMU et de la réserve sanitaire qui seront dans l'avion, qui partent avec l'avion. Et quand l'avion va se poser, ils vont faire un examen de tous ces patients. Si les patients ont des symptômes de grippe, on va leur mettre un masque, on va leur faire les précautions habituelles et ils seront hospitalisés. Et la grande majorité de ces citoyens français qui vivent à Wuhan n'ont pas de symptômes. Donc ce qui a été décidé au niveau du gouvernement, c'est qu'on les met en observation 14 jours. 14 jours, hein. Dans un lieu d'accueil, d'incubation. Voilà. Peut-être qu'elle est même un peu plus courte, mais pour l'instant on dit 14 jours pour pas prendre de risques. Et c'est donc ces Français qui vivent à Wuhan vont être observés pendant 14 jours dans un lieu d'accueil. Je ne sais pas si ce sera une caserne ou un hôtel. Et au bout de ces 14 jours, s'ils ne développent aucun signe, eh ben, voilà, ils seront libérés. Est-ce que pendant la période d'incubation, on va dire la personne susceptible d'être atteinte par le virus peut contaminer? Pendant la période d'incubation. Alors, on ne sait pas encore très bien. On ne sait pas encore très bien. Souvent, c'est quand les patients sont symptomatiques, c'est-à-dire ont les signes de la maladie, qui sont contagieux. Pour l'instant, on est à l'heure où je vous parle, les premières publications scientifiques sont en train de sortir. On ne sait pas si un patient qui ne développe pas les signes de la maladie est contagieux. Donc, on va prendre le principe de précaution, c'est-à-dire que dès qu'on a des vrais soupçons de la maladie chez ces patients, on l'isole pendant 14 jours et on lui met un masque. Au bout de 14 jours, si le résultat du test est négatif, dans ce cas-là, on est tout à fait bien fort. On ne fera pas de test s'ils n'ont pas de signes. C'est-à-dire qu'on fera un test que s'ils ont des signes de la maladie. C'est-à-dire qu'on les observe et puis s'ils commencent à tousser et avoir de la fièvre, là on va faire le test. Mais s'ils ne développent aucun signe, c'est qu'ils sont pas malades. Donc, je pense que c'est l'immense majorité de ces citoyens français. D'accord. Et si j'ai bien compris, voilà, pendant 14 jours, on est mis en observation. Au bout du 14e jour, s'il y a des symptômes, dans ce cas-là, on passe un test. De 2 choses l'une, soit le test est négatif, le résultat est négatif, dans ce cas-là, c'est une grippe simple. On n'est pas susceptible de contaminer. Et soit le résultat est positif, dans ce cas-là, on est pris en charge par les médecins. Voilà. Et on fait un traitement, ce qu'on appelle un traitement symptomatique, c'est-à-dire on n'a pas de médicament qui va tuer le virus. Par contre, on a des médicaments qui vont permettre de soulager le patient. S'il a de la fièvre, on va lui donner du paracétamol. S'il a des difficultés à respirer, on va lui donner de l'oxygène, etc., etc. S'il y a une surinfection, c'est-à-dire que s'il y a une infection avec des bactéries en plus de l'infection virale, on va lui donner des antibiotiques. Ça peut aller jusqu'à la réanimation, puisque je vous signale qu'un des patients malades sur 4 est admis en réanimation. C'est un Chinois qui est 80 ans. Il paraît que la majorité des personnes décédées sont des personnes assez âgées. Alors, oui et non. C'est ce qu'on pensait avant, mais les premières publications scientifiques sont sorties et la majorité des patients ont ce qu'on appelle sont fragiles, soit ils sont âgés, soit ils ont d'autres maladies, soit ils ont déjà des maladies pulmonaires, mais il y a quand même un pourcentage de patients qui étaient parfaitement sains avant la maladie. Donc on a plus de chances de développer la forme grave de la maladie lorsqu'on a une pathologie chronique, mais il y a quand même un petit pourcentage de patients qui malheureusement développent la forme grave de la maladie. C'est comme la grippe, vous savez qu'il y a la grippe simple, il y a des jeunes sans antécédents qui meurent de la grippe simple. On ne sait pas trop pourquoi. Ils développent d'emblée la forme grave de la maladie.
Mais je rappelle à vos auditeurs que la forme grave de la maladie, c'est que 2%. Ça veut dire que même si vous avez la maladie, vous avez 98 chances sur 100 de guérir sans séquelles. Et quand on est très malade, on a du mal à respirer, c'est ça? Voilà. Alors pour ce coronavirus, le signe de la gravité de la maladie, c'est des difficultés respiratoires parce qu'il semblerait que ce virus a une affinité particulière pour les poumons. Alors, comment se prémunir contre ce nouveau virus quand on est en France? Alors, non, mais en France, il n'y a pas à se prémunir de ce nouveau virus puisqu'il n'y a pas d'épidémie. Et pourtant, on ne sait pas, il y a des gens qui arrivent. Oui, mais il faut être simplement vigilant. Alors, ça veut dire quoi? Être vigilant, ça veut dire que si l'on développe des symptômes de grippe et qu'on a été en contact avec des gens qui reviennent d'une région où l'épidémie sévit, et en particulier de Wuhan, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est appeler le 15. Appeler le 15. Le 15, on est renseigné en temps réel de l'évolution de l'épidémie et on va dire par un questionnaire que l'on a si vous avez effectivement une autre probabilité ou pas du tout. Donc on va vous dire, bah oui, là il faut s'inquiéter. Et s'il faut s'inquiéter, on vous envoie une ambulance, on vous met un masque, etc. S'il ne faut pas s'inquiéter, ben on vous dit non, vous n'avez aucune chance d'avoir la maladie. Et voilà. Donc si vous voulez se prémunir de la maladie, c'est surtout être en contact avec un médecin qui connaît bien l'épidémie, qui est renseigné tous les jours sur l'évolution de l'épidémie et qui va vous dire qu'effectivement, il y a de quoi s'inquiéter ou pas s'inquiéter. S'il y a des motifs d'inquiétude, il faut mettre un masque et on vous dirige avec une ambulance directement dans un service. Avant que les symptômes ne se manifestent, c'est donc pas la peine de porter un masque ou de prendre des médicaments alors? Non, le masque, il est réservé aux patients qui sont malades. C'est-à-dire que ça empêche la contamination. C'est ça. Mais si vous n'avez aucun signe, ça ne sert à rien de porter un masque.